certains tentent malgré tout de passer outre l'interdiction. Vous n'avez pas vu qu'il n'y a personne là? Non mais on fait demi-tour, je regarde que... D'accord, mais il y a des panneaux surtout. Oui, oui. Hein? Oui. Vous êtes sur la réserve nationale là. Oui, d'accord. Ok, non, on va... Ok, faites demi-tour. Ouais. Aux portes de la Méditerranée, le plus grand marais de France, la Camargue, dessine une mosaïque de décors aux reflets changeants. Au cœur de ce sanctuaire, des passionnés protègent des paysages hors normes. Éric Coulet dirige la réserve nationale de Camargue. Aujourd'hui, il est en mission de reconnaissance avec un ami pilote d'ULM. À 300 mètres d'altitude, il a une vue d'ensemble sur les richesses de ce territoire. À chaque fois qu'on survole, tu dis qu'on a quand même du pot d'être dans ce coin-là. Éric veille sur ce delta, le plus grand de Méditerranée, après celui du Nil, depuis 37 ans. Cette terre à fleur d'eau est née du conflit entre le Rhône et la mer. Entre les zones agricoles au nord et les étangs salés au sud, le paysage y est en perpétuelle évolution depuis sa formation il y a 5000 ans. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, cet environnement exceptionnel est de plus en plus menacé. Et toutes les forêts là, les forêts de pins là, en fait se rejoignaient en mer, au large. Il y avait 4 km de plus au large. Dans ce coin-là, on perd environ 20 mètres de plage par an. Le directeur de la réserve est aux premières loges pour observer la montée des eaux. Un bouleversement qui fait reculer le littoral camarguais et ses 80 km de plage, malgré les nombreuses digues édifiées ici depuis le XIIe siècle. Éric étudie avec précision tous ces changements pour protéger l'écosystème fragile de la Camargue. Une obligation pour sauvegarder ce milieu unique. Là, c'est magnifique. Ah ouais, là, c'est beau. La Camargue en vol, ça reste un des plus beaux endroits du monde. Hein. On est vraiment. Hein. Et je suis pas camarguais, on peut pas m'accuser de chauvinisme. Hein. Éric parcourt au quotidien les 130 km² de la plus ancienne réserve française. Ici, depuis 1927, toute activité économique est bannie et la présence humaine est limitée aux seules études scientifiques. Tous les matins, le directeur fait une tournée d'inspection au cœur de la zone protégée avec Anaïs, son adjointe. Dans la réserve, les promeneurs ne sont autorisés que sur les digues et le long de la plage. Là, vous ne pourrez pas passer. Vous allez où? Ah, juste marche un peu. D'accord. Alors, Je fais rien. ouais, parce que là, derrière, bon, vous êtes dans la réserve ici, Oui, oui, on sait. et il ne faut pas rentrer dans cette zone-là. Ou alors par la digue là-bas. Mais là, on ne peut pas. Tranquille. OK? Merci bien. Voilà. Bonne journée. Anaïs Chéron a 26 ans. Depuis 3 ans, cette jeune biologiste est en formation sur le terrain, aux côtés d'Éric. Je voulais observer si, éventuellement, on voyait des œufs s'il en reste.
Tous les jours, elle scrute avec attention chaque parcelle du Marais. On ne sait jamais, il pourrait éventuellement avoir quelqu'un qui s'aventure et marcher au cœur de la réserve. Donc que ça soit pour poser l'œil sur une espèce ou bien sur quelqu'un qui s'aventure dans un domaine interdit, il faut toujours avoir l'œil un petit peu partout. Direction la zone la plus sensible de la réserve, à la frontière est, la plage de Bauduc. Un haut lieu du kitesurf où des milliers d'adeptes du camping sauvage envahissent le littoral au beau jour. Le directeur dispose d'un pouvoir de police et peut verbaliser les vacanciers qui ne respectent pas les limites de la réserve. Ici, de simples piquets délimitent la zone protégée. Les circulations interdites. Pas de barbelés, pas de force. Ah, là, je vais m'énerver, là. Là, je suis plus d'accord, hein. Et même les chiens ne sont pas autorisés. Mais bon, gros. Il est à vous? Vous le rentrez? Mais comme tous les jours, certains tentent malgré tout de passer outre l'interdiction. Vous avez pas vu qu'il n'y a personne, là? Non, mais on fait demi-tour, je regarde que... D'accord, mais il y a des panneaux, surtout. Oui, oui. Hein? Oui, Vous êtes sur la réserve nationale, là. oui d'accord. Ok, non, on va... Ok, faites demi-tour. Ouais. Tiens. Au revoir. Au revoir. Voilà, quoi, c'est la tentation. Tu vois? Bon, je veux On va bien voir qu'il de avait l'autre l'intention de faire demi-tour, mais pas tout, quoi. Son hémisphère gauche et le droit, mais le droit lui disait, ça doit être super là-bas. Je voulais juste savoir si... Qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais. Après avoir travaillé aux États-Unis dans les plus grands parcs nationaux, Éric a découvert la Camargue à 26 ans pendant ses études d'écologie. Depuis, il ne l'a plus jamais quittée. J'ai eu l'impression touriste quand je suis arrivé ici. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est tout plat, c'est tout pareil. Ouais. Et pour faire des études d'écologie dans un truc tout pareil, franchement, c'est pas l'endroit. Et après, en commençant, dès que je suis arrivé à marcher là-dedans, j'ai commencé à voir qu'il y avait une autre vision de la Camargue, intimiste, avec des petites mares au milieu, avec des trucs. Et au bout d'un moment, tu les connais par leur prénom. Donc tu fais le détour parce qu'il va y avoir la petite lumière, qu'il y a eu des crapauds calamites il y a 2 ans, des machins, des bidules. Et en fait, tu es au milieu de tout ça, mais c'est d'une variété incroyable. Anaïs est originaire de la région et parcourt le delta depuis son plus jeune âge. La Camargue, c'est un paysage, un seul. Et puis finalement, on rentre dedans et on ouvre les yeux réellement et tout est différent finalement. Et j'ai presque envie de dire, le lendemain, tout sera différent. Et dans 2 jours, tout sera encore différent. Et dans 3 jours, tu l'auras jamais vu comme ça. Et dans 4 jours, ça sera génial. Pour protéger des intrusions ce patrimoine naturel fragile, la mission des gardes réserve parfois des surprises. Comme cet après-midi, où Éric et Anaïs sont appelés en urgence dans les salins de Badon. Des taureaux se sont échappés de leur élevage et ont pénétré au cœur de la réserve. Il faut absolument les capturer avant qu'ils ne causent des dégâts. Je prie pour qu'ils y soient encore. Pour les aider, Éric et Anaïs ont fait appel à 2 équipes de gardiens. Ces cavaliers camarguais qui surveillent les troupeaux. Maintenant, c'est à Anaïs de ne pas se tromper. Anaïs, l'enfant du pays, monte à cheval depuis toujours. Ils sont attentifs aussi. C'est eux qui... Elle connaît parfaitement ces terres interdites et va pouvoir guider les cavaliers. Il me semble qu'il y a une digue au milieu par contre.
Pour cette opération exceptionnelle, ils sont une vingtaine de gardiens à avoir répondu à l'appel bénévolement. On va longer Tamarine, ça. Déjà, il faut les voir. Ça marche comme ça aussi, la Camargue. Tout le monde se connaît plus ou moins et on peut toujours appeler le voisin en renfort si jamais il y a besoin. C'était en face. Après une demi-heure de traque, Anaïs repère le groupe de taureaux. Ces animaux font la fierté des habitants de la région. Ils sont tous élevés pour la course camarguaise, une tradition née il y a près d'un siècle qui se déroule sans mise à mort. Sous l'œil d'Éric, la poursuite s'engage. Les cavaliers parviennent à repousser le troupeau hors des limites de la réserve. À gauche, gauche, il faut traverser. Aïe, aïe, aïe. Mais l'un des taureaux effrayés réussit à semer ses poursuivants. Aïe, aïe. Alors, quelques kilomètres plus loin, une autre équipe de gardiens piste le fugitif. Allez, passe au l'assaut. Tournez-le. Vous êtes du même côté, là. Alors, rattrape-le, là. Allez, essaye de l'amener là-bas, allez. C'est le manadier Pierre Aubanel qui dirige la manœuvre. Véritable figure locale, il élève des taureaux ici depuis plus de 50 ans. Allez, tournez-le d'un côté ou de l'autre. Allez. Attrapez les lassos. Ben, menez-le le plus près possible, là, comme ça, allez. En passe devant et l'autre, freine-le derrière. Eux, ils ont peur de rien. Ouais. Arrête, Régis. Allez, tournez-le. Vous êtes du même côté, là. Allez, tournez un peu à gauche, là-bas. Vas-y, toi, Mélenc. Je vais y en mettre un autre. Après 30 minutes de lutte, les cavaliers réussissent à immobiliser la bête. Ils le tiennent. Malgré leur expérience, l'exercice reste dangereux. Comme ça, impeccable, là. Attache au cou du cheval. Au cou de ton cheval. Attrapez la corde. Prends le lasso, jette le trilingue. Celui qui le tient devant passe devant et l'autre freine-le derrière. C'est bon. Vas-y, un, deux. C'est admirable un travail comme ça. Prends-moi le cheval, s'il te plaît. Fais gaffe qu'il ne vous charge pas, hein. Toi, tu vas dire, s'il avance, tu le cales quand même, hein, tu risques rien. 5 heures après s'être échappé de son enclos, le taureau est enfin chargé dans le camion. Le camion, il va monter. Pour Anaïs, la protection du patrimoine naturel passe aussi par le maintien de ce mode de vie traditionnel. On est dans une région où même la jeunesse reste accrochée à ses traditions. C'est difficile à expliquer, mais il y a beaucoup de jeunes ici qui ont envie de maintenir et la monte gardienne et la passion des taureaux, du cheval. Aujourd'hui, ils sont encore une centaine d'éleveurs à faire paître leurs taureaux dans les marais de Camargue. Le lendemain, direction le sud de la réserve, dans les étangs qui bordent la Méditerranée. Avec l'élévation du niveau de la mer, l'équilibre entre l'eau salée et l'eau douce y est de plus en plus fragile. Les scientifiques veillent constamment sur l'état de santé de ces zones humides. Comme chaque semaine, Éric, le directeur, vient faire des analyses dans l'étang de la Dame avec un stagiaire, Grégory. La sterne qui essaie d'attraper un globule se plante la tête dans le fond. C'est pas petit. Le jeune biologiste est chargé de récupérer les micro-organismes présents dans l'eau.
Pendant ce temps, Eric effectue des prélèvements dans la vase, le seul moyen de réaliser un diagnostic régulier. Donc là, en gros, on est en consultation médicale, quoi. C'est exactement ça. Vous avez une température dans votre corps, vous la suivez et vous arrivez à voir si vous êtes malade ou pas. Mais, et c'est là toute la difficulté, vous savez que votre température du corps, elle peut varier quand même un peu en fonction de vos émotions, votre fatigue, etc. Donc comment arriver à discerner ce qu'est une évolution normale qui est due à votre état du jour et du début d'une maladie. Et c'est toute la difficulté de la Camargue, c'est que ça varie beaucoup et qu'il y a des variations qui sont normales et puis il y a des variations qui sont anormales. Moi j'ai plus le côté chercheur d'or que toi. Ah oui, là c'est carrément l'orpailleur de Camargue. Hein. Absolument. Si j'avais trouvé une toute petite pépite, tu vois, à chaque fois que j'ai fait un prélèvement comme ça, je crois que je serais à l'aise. Bonne nouvelle, ce matin les biologistes trouvent un petit crustacé, le Mysidacée, qui atteste de la bonne santé de cette retenue d'eau. C'est toute la base de l'écosystème, c'est ce qui permet de nourrir déjà les espèces qui sont au-dessus dans la chaîne alimentaire. Toute la journée, Eric et Grégory vont poursuivre leur inventaire des espèces vivant dans l'étang de la Dame. Le lendemain, au petit jour, l'équipe des gardiens de la réserve traverse le Vacarès, le plus grand lac de Camargue. Pour se frayer un chemin entre les nombreux bancs de sable, Anaïs et Grégory sont guidés par Eric. Ensemble, ils vont vérifier l'état de santé du site le plus précieux de tout le delta, le bois des Rièges. Un territoire secret où les scientifiques ne se rendent qu'exceptionnellement. Après 30 minutes de navigation... Vous vérifiez que l'ancre est quand même attachée au bateau? Ouais. Ils atteignent leur première escale, une petite île au centre de l'étang, l'un des lieux préférés du directeur. J'ai préparé en 2 fois, j'ai peut-être été inégal entre les 2 fois, mais ces moments-là, moi je les appelle le style premier matin du monde. Et là je suis bien. Oui. Ça a dû être comme ça et ça n'a pas changé. Donc il y a forcément des Romains, parce qu'ils passaient par là pour couper la Camargue, pour ne pas faire le tour du Vacarès, ils coupaient par là, qui se sont assis là et qui se sont dit quand même c'est pas mal. Donc rien que de penser à ça, ça te prend quand même quelque part aux tripes. C'est vraiment un endroit mythique, presque. Puis je me rends compte que n'importe quelle saison, n'importe quel temps où on est sur le terrain, on capte, malgré les moustiques ou le froid suivant la saison, on captera toujours un petit instant où tu te dis waouh, c'est magique. C'est vraiment un privilège, quoi. Après la pause café, le groupe doit continuer sa progression à pied. La trop faible profondeur de l'eau ne permet plus au bateau de naviguer. Cette zone, au cœur du Vacarès, est la plus sauvage de Camargue. Aucun visiteur ne vient troubler le calme de ce sanctuaire. Alors nous, on vient, par définition, le moins possible. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est complètement étranger, on est intrus dans ce milieu. On n'a rien à y faire, hein, pas plus nous que d'autres. Donc on vient, nous, quand on a quelque chose de précis à mesurer, et on s'en va, et on fait ça sur la pointe des pieds. Hein, on dérange, l'eau est sale,
on fait peur aux Flamands. Et puis il se passe tellement de trucs secrets qu'on n'a pas envie de mettre nos grosses pattes là-dedans. Hein. Il faut encore 2 heures de marche à travers le chapelet d'îles pour atteindre le bois des Rièges. Ici, des petites dunes captent l'eau de pluie. Elles permettent à des arbres de se développer sur ces étendues salées. Ces forêts uniques en Camargue servent d'indicateur aux scientifiques pour savoir si le fragile équilibre de la région est en danger. À peine arrivé dans le bois, mauvaise nouvelle, Éric se rend compte que des genévriers sont morts. Cet arbre, très résistant, peut pourtant vivre jusqu'à 1000 ans. Ça, celui-là, il est autour de 300-400 ans. Celui-là. Ce sont des jeunes arbres, c'est-à-dire des jeunes arbres, c'est 2-3 siècles. C'est la première fois que je vois plusieurs individus côte à côte de genévriers vieux de plusieurs siècles mourir en moins de quelques mois. Là, effectivement, c'est nouveau, mais là, c'est pas bon. Quelques mètres plus loin, Éric fait le même constat. Ça, c'était un petit bois, et on voit que les genévriers sont morts sur tout le tour. Ça, c'est attention. Attention, ça veut dire que la mer qui monte à 8 km là-bas, qui est à plus 14 cm, elle appuie sur la nappe salée, elle la fait remonter, et tous les arbres qui sont autour, qui ont les racines les plus proches du sel, sont en train de crever. Donc les petits exemples comme ça, qui ressemblent à rien, c'est souvent des très très bons indicateurs. Ah ouais, c'est des indices. Bah, on ne peut pas faire de la science tout le temps. Hein, souvent, c'est des enquêtes policières. La mort des genévriers est due à une remontée des nappes salées. Autre preuve de ce changement, la salicorne, une plante qui ne pousse que sur les terres salines, vient de faire son apparition sur les hauteurs de l'îlot. Et regarde ce que fait la salicorne, elle est en train de grimper. C'est bien le sel, tu vois, quand on parlait d'enquête policière. 1, on le voit clairement là-bas. 2, on le vérifie ici, pas sur toutes les plantes, donc on voit lesquelles sont touchées. Et puis d'un seul coup, tu vois que les salicornes sont en train de partir à l'assaut. Et elles commencent à prendre la place, à prendre un coup d'avance. Donc on repart d'ici, pas entièrement rassuré sur l'avenir de ce coin-là. C'est la Camargue qui en prend un coup, autant au niveau traditionnel que écologique. Et c'est vrai que ça risque d'arriver sur notre génération. Et c'est vrai que c'est un lourd poids à porter que de se dire, pas qu'on sera responsable, parce qu'on n'est pas réellement responsable. Effectivement, même dans la réserve nationale, dans l'endroit le plus protégé des protégés, pratiquement en France, on a des phénomènes qui nous échappent et qui rejoignent tout ce qu'on constate ailleurs, mais là, au moins, c'est mesuré. Nous quittons le Vacarès pour les marais du Viguera, à l'est de la Camargue. À l'aube, un autre défenseur de la biodiversité camarguaise est à pied d'œuvre. Nicolas Gauthier est pêcheur d'écrevisses. 3 fois par semaine, il vient relever ses nasses et peut ramasser jusqu'à 200 écrevisses de Louisiane à chaque prise. Importées en 1970, elles sont devenues un véritable fléau ici. Elles colonisent à une vitesse fulgurante les canaux, les marais et les étangs de la région. C'est une des 3 fameuses écrevisses américaines. Il y a celle-ci, qui a la capacité de bouffer les herbiers dans lesquels se reproduisent les poissons, les insectes et les invertébrés. Donc c'est pour ça qu'elle porte préjudice à la biodiversité. Ancien ingénieur dans les nouvelles technologies, Nicolas a quitté Paris il y a 5 ans et changé de vie pour s'installer en Camargue.
En devenant ici le premier pêcheur d'écrevisses, il a trouvé un moyen efficace de lutter contre cette espèce invasive. C'est une ennemie pour la nature, donc ça c'est le message négatif, mais c'est une amie pour les pêcheurs professionnels parce que ça lui apporte l'opportunité de continuer à vivre dignement de son métier, tout en protégeant la nature. Aujourd'hui, son ami Armand Arnal est venu lui prêter main forte en voisin. Chef cuisinier étoilé et défenseur des produits du terroir camarguais, Armand tient à choisir lui-même les écrevisses qu'il prépare dans son restaurant. Ben moi, quand je vois sa couleur comme ça, quand je vois son côté très charnu comme ça, moi, tout de suite, dans la bouche, ça me donne de la mâche, ça me donne de la densité, ça me donne une texture particulière comme, je sais pas, la carotte, là. Je sais pas, je pense à la carotte tout de suite. Moi, je suis déjà dans... dans comment je vais les cuisiner. Je suis déjà en train de les préparer. Direction le Sambuc, à quelques centaines de mètres du Rhône. C'est ici qu'Armand, le cuisinier, a repris les rênes il y a 5 ans d'un restaurant bio, la Chassagnette. À peine arrivé, cet ancien de chez Alain Ducasse prépare les écrevisses récoltées ce matin. Moi, j'avais envie de mettre une carotte dessus. Nicolas, son ami pêcheur, est le premier à tester la nouvelle recette. Tu vois ? Bien le côté ferme. On a la carotte jaune qui a une très forte acidité. J'ai fait l'aigre doux donc avec les pinces, tu vois. J'ai séparé les pinces que j'ai un petit peu cassées. J'ai gardé quelques copeaux. Ouais. Tu m'as dit qu'elles avaient donné des œufs, moi ça m'intéresse, tu vois, ce côté corail. Et avec le basilic un petit peu taille. Qu'est-ce qui inspire ton montage là? Qu'est-ce qui le goût, l'acidulé, le craquant, je comprends. Bah, regarde, ça t'évoque quoi ça? Quand tu vois un peu tout ça. C'est quoi la palette là? On n'est pas ce matin à la pêche là? Ah si, on est ce matin à la pêche. Sur les couleurs. Le soleil se lève. Voilà, un petit peu, c'est ça. La salade d'écrevisses aux carottes et au basilic sera à la carte dès demain. L'originalité du restaurant d'Armand Arnal, c'est son vaste potager bio qui raconte la terre de Camargue avec ses 180 variétés de légumes. Vous savez comment on fait ça? Au cœur de ses plantations, cet après-midi, il initie 3 cuisiniers stagiaires aux saveurs de la région. Non, tu vas te mettre à genoux là, tu vas sentir les derrières des melons. Et à l'odeur? Ah, celui-là, on le sent bien. D'accord. Et après, vas-y. Donc comment on le coupe là? C'est là. Ouais, tu laisses un petit peu de queue quand même. Tu casses la queue avec tes doigts. Ah, t'as vu? Elle s'enlève bien. Hein. Super. Il est excellent parce qu'il n'a pas le... Aujourd'hui, on a des melons sur les étals qui sont mous, quoi. Là, on a quelque chose d'hyper craquant. Voilà. Il faut que le produit, on l'écoute, on le sente, on le regarde, on ait envie de le cuisiner, de le préparer, de faire quelque chose avec. Celui-là, il vous donne envie ou pas? Bah, bien sûr qu'il me donne envie. Il me donne déjà envie de le manger. Les jeunes sont arrivés en Camargue il y a 3 mois. Anthony vient de Carcassonne. Edwin de l'Est de la France. Et David de Barcelone. Il faut qu'ils puissent plus tard, quand ils vont avoir leur restaurant, essayer de créer un dialogue avec le potager, le jardinier du coin, plutôt que d'aller dans des grandes surfaces de produits et acheter des choses qui arrivent de on ne sait pas où, d'Équateur, ou qui ont pris des avions, des trains, des bateaux, et essayer d'aller chercher toujours ce qu'il y a autour de chez eux. Bon, mais belle récolte, hein? À tout à l'heure, ouais. Après l'apprentissage du goût, Armand emmène David et Anthony à Aigues-Mortes pour leur faire découvrir un savoir-faire typique, la fabrication de la fougasse camarguaise. On essaye de leur faire un tour, de les intéresser, de les sortir un petit peu, de les extraire du cercle du restaurant.
C'est important pour un cuisinier d'avoir une vision globale, de pas seulement se concentrer sur ce qui se passe dans une assiette. Il faut qu'il ait un sens aussi éthique, il faut qu'il ait un sens aussi esthétique, il faut qu'il comprenne ce que font des gens qui sont amenés à travailler avec lui, comme un vigneron, un céramiste ou un jardinier. C'est un château, ça. Donc c'est une ville fortifiée par des remparts. Là, c'est la tour de Constance. À l'intérieur, il y a le village. Les fortifications d'Aigues-Mortes dominent la Camargue depuis le XIIIe siècle. En fondant cette ville unique, Saint-Louis transforme un modeste hameau installé au milieu de marais insalubres. Alors seule porte d'entrée de son royaume sur la Méditerranée, il en fait son point de départ pour les croisades. Dans cette province profondément marquée par les guerres de religion, la ville aux eaux mortes devient un bastion catholique. Au XVIIIe siècle, la tour de Constance servit même de prison pour les femmes protestantes de la région. Certaines y ont passé près de 40 ans en détention. Au cœur du village, la pâtisserie du cousin d'Armand. Tu sens l'odeur là? Hein? Ah, tu vois, ça y est, on va trouver. Allez, vas-y. On va aller voir. Non. David, Tony, bonjour. Ça va, Romain? Ça va? Impeccable. Bonjour. Ils veulent voir la fougasse, alors c'est ça? Ouais, ils sont venus pour ça, ouais. Bon. Laurent Poitavin va enseigner aux apprentis cuisiniers l'art de préparer la fougasse, un pain de fête ancestrale. On attaque? Oui. Alors déjà, on va casser 38 œufs. Je sais pas qui c'est qu'il y en a un des deux qui le fait. Ouais. 1 kg de farine là-dedans. D'accord. 280 de levure et 600 g d'eau. Une spécialité qu'on fait ici depuis très très longtemps. Au départ, c'était égal aux Romains. Après, au Moyen-Âge, c'était un gâteau de fête. Et après, fin 1800, ça s'est développé à Aigues-Mortes. C'est les gens d'ici qui venaient en fait avec leurs ingrédients. C'était uniquement le jour de Noël. Donc, ils amenaient leur sucre et leur beurre et le boulanger leur faisait sur une pâte à pain. Moi, je suis comme un enfant ici. À Noël, je viens souvent aider Laurent pour faire tous les gâteaux de Noël, les bûches et tout ça. Enfin bon, il y a une communion, il y a un côté familial. Il faut d'abord commencer par battre le beurre. Les pâtons, après, on va les allonger, on va les mettre dans une plaque. Et chaque pâton, ça représente, tu vois, la grosse fougasse. Donc, tu vois, il faut que ça lève. Une fois la pâte prête, les stagiaires la recouvrent de crème au beurre, puis de sucre. Je la pousse, après 20 minutes au four, le pâtissier ajoute une touche de fleur d'oranger. Voilà. Vas-y, pas en rigolant. Ouais, tu vois, il y a... Hein, c'est très moelleux. Alors? C'est plus qu'une recette. Là, vraiment, on est plus qu'une recette. On est dans un savoir-faire, un tour de main, tout ça. Ça peut se faire à Barcelone? Ah, peut-être. David, le stagiaire catalan, veut garder une trace de ce savoir-faire. C'est bon, c'est dans la boîte? Oui. La prochaine fois que je vais à Barcelone, je vais voir une fougasse. Hein? Ouais, voilà. Au pied des remparts d'Aigues-Mortes s'étendent les 10 000 hectares de marais salants qui font la richesse de la Camargue. Depuis le début de l'ère chrétienne, l'homme y a façonné le paysage pour y récolter le sel.
En véritables agriculteurs de la mer, les sauniers se transmettent leur savoir-faire de génération en génération. À 47 ans, Luc Verne est aiguemortais d'origine. Il travaille dans les marais depuis l'âge de 17 ans. Alors ça fait 10 000 hectares et nous j'ai l'habitude de dire moi que c'est Paris intramuros. Ça parle aux gens qui viennent de Paris, ils comprennent que c'est grand quoi. Chaque jour, Luc parcourt jusqu'à 90 km de piste pour surveiller ses salins. Alors, il faut être prudent, on ne roule pas vite. Et en plus, le fait de rouler doucement, on ne dérange pas la nature. Pour récolter le sel, les hommes ont aménagé en bord de Méditerranée une succession d'étangs séparés par des digues et reliés par des vannes. Sous l'action du soleil et au fur et à mesure du passage de l'eau de mer, leur salinité augmente. C'est après plusieurs mois de décantation que les sauniers peuvent récupérer l'or blanc dans les étangs les plus éloignés du littoral. Ce matin, Luc vient mesurer le taux de sel dans l'un de ses bassins. Ils ne sont qu'une dizaine à maîtriser les secrets des salins. C'est un peu le chef d'orchestre. Ma baguette, c'est mon densimètre, mon éprouvette, et je calcule en fonction du passage de l'eau, de la densité. Je vois s'il me faut ralentir ou accélérer. C'est un vrai savoir-faire qui se transmet par les anciens. Et l'avantage et l'inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas d'école. Alors l'école, elle se fait avec un professeur qui est saunier depuis longtemps, qui apprend aux jeunes sauniers, et ainsi de suite. Et au fil des générations, les sauniers qui étaient jeunes vieillissent et transmettent le savoir aux autres. Après avoir fait ses mesures, Luc décide de faire rentrer de l'eau dans cet étang pour y augmenter la teneur en sel. Voilà. Totalement fermée au public, cette zone est devenue un véritable sanctuaire pour les oiseaux. Le bureau est sympathique. On est relativement envié et c'est très peu fréquenté. Bon, premièrement, c'est fermé, puis voilà, c'est essentiellement le saunier qui passe sur ces pistes. Après avoir parcouru les marais dont il a la charge, Luc termine toujours sa tournée dans le secteur le plus protégé des salins. Ici, on cultive la fameuse fleur de sel. La teinte particulière de l'eau est due à une algue microscopique. De couleur rouge, elle procure à la fleur de sel son odeur particulière de violette. On va voir un petit peu ce qu'il y a en bordure. Quand l'eau est rouge comme ça, c'est que le sel commence à déposer. La fleur de sel, ce produit rare, est une mince couche de cristaux qui se dépose en surface. Sa production est aléatoire, une simple averse peut la faire disparaître. Le magique du métier, c'est qu'on prend de l'eau à la mer et on en fait du solide. Ça, c'est du solide, ça. Avec de l'eau, on fait du solide. Et c'est magique. Et c'est la nature qui nous a appris ça. Et je trouve que c'est une belle image du métier. Elle est magnifique. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle est magnifique. On la voit qui paillette. Regardez.
Commercialisés depuis seulement 30 ans, ces cristaux étaient traditionnellement réservés aux propriétaires des salins et aux sauniers. Parce qu'on entame, ça craque. Et puis ça développe une saveur. C'est un peu la consécration de notre métier. C'est quoi ça? 2 semaines plus tard, la météo a favorisé la formation de plusieurs dizaines de kilos de fleurs de sel. Luc a décidé d'en lancer la cueillette. Tradition oblige, les jeunes vendangeurs de la mer sont tous issus de familles de sauniers. Mais pour la plupart cette année, c'est une première. C'est bon, tu as vu Mathieu, toi? Tu as compris? Donc, tu pousses ça et quand tu sens que ça va un petit peu, tu sens le sel, tu pousses, tu relèves un peu ta pelle, tu baisses ta pelle et tu avances. Il ne faut pas se précipiter. Il faut bien écouter le son et dès qu'on entend que ça racle, il faut arrêter de suite. Vous entendez? Je ne sais pas si ça entend. Là, je suis dans le sel. Moi, je le sens parce que La difficulté est de ramasser la fleur de sel en surface sans accrocher le gros sel ordinaire déposé dans le fond. Voilà. Bien, tu le vois là, regarde. Tu vois quand tu pousses comme ça fait là? Mais là tu vois que là c'est parfait. Là. Il n'y a pratiquement pas d'insectes, de petits morceaux de bois. Bon, voilà. Voilà le piège à éviter. Il faut aussi être vigilant pour ne pas ramasser les petites brindilles déposées par le vent. Après, comme mon nom est sur la boîte, la dame qui va voir le point noir dans sa boîte de fleurs de sel va m'appeler à la maison. Elle me dit, vous ne travaillez pas comme il faut, c'est quoi cette histoire? Après quelques heures, les débutants ont pris le coup de main. Dans ma famille, on est dans le salin depuis 4 générations. Alors bon, c'est vrai que je fais un peu exception à la règle avec mon master de biologie, mais bon, quelque part, c'est aussi un plaisir de me dire, bon, ben voilà, je respecte aussi la tradition familiale. Le décor est magnifique, on est en plein milieu de la nature. J'adore les oiseaux, on est dans une réserve naturelle. On ne peut pas voir ça partout ailleurs, au milieu de la Camargue. C'est pour ça que c'est paradisiaque. Pour Jonathan et ses camarades, la cueillette de la fleur de sel va durer 1 mois. Nous quittons les salins d'Aigues-Mortes pour l'étang du Fangassier, 30 km plus à l'est. Dans cette zone interdite se trouve l'autre trésor de la Camargue, la colonie de flamants roses la plus importante d'Europe. Comme tous les jours, Antoine Arnaud part étudier ses protégés au cœur du Marais. Chargé de mission pour une fondation de sauvegarde, la Tour du Valat, il surveille un lieu unique, le seul site de reproduction des flamants roses en France. Allez, vas-y. Comme tu peux. Pour rejoindre la tour d'observation sans effrayer les oiseaux, Antoine a mis au point cette embarcation où les scientifiques peuvent se camoufler. L'approche de la colonie est très sensible. On prend vraiment le maximum de précautions et on sait qu'avec cette cache,
On va pas leur faire peur et on risque pas de provoquer le départ d'adultes de la colonie. L'observatoire est situé au plus près de l'îlot où nichent environ 15 000 flamands. À peine arrivés, Antoine et Gaël, un autre passionné des oiseaux, se mettent au travail. Et les canards d'adultes aussi, hein? Ouais. Il y a toujours quelques adultes qui meurent. Tu le vois? Sur les galets. Ah oui. Dès le début de l'observation, ils repèrent un bébé tombé du nid. Hors de l'îlot, son espérance de vie est infime. Il est un petit peu jeune par contre. Hein. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Il a 4-5 jours, quoi. C'est bizarre. Ouais. Il a dû tomber du nid parce que c'est quand même... Installés au cœur de la colonie, les chercheurs peuvent étudier avec précision le mode de vie des flamants roses. On est sur un site très exceptionnel. Déjà, c'est la seule colonie de flamants en France. Et puis il y a assez peu de colonies, assez peu de colonies d'oiseaux qui sont comparables par la taille, par le nombre d'oiseaux. On peut avoir jusqu'à 15-20 000 couples, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire des observations. Ici on a la chance de voir les œufs, de voir les éclosions, les poussins. Ces grands oiseaux se sont installés en Camargue pour sa tranquillité et aussi pour se nourrir d'une algue que l'on ne trouve qu'ici, dans ces lagunes d'eau saumâtre. Leur présence est un signe de bonne santé du delta. C'est un oiseau emblématique en Camargue. Mais c'est aussi un oiseau qui a un intérêt biologique, hein, parce qu'il est quand même caractéristique de certains milieux naturels, littoraux, salés, qui sont des milieux qui ont beaucoup souffert en Méditerranée parce qu'ils ont été aménagés, ils ont été urbanisés. Donc le fait qu'on ait encore une belle population en Camargue montre qu'on a aussi su maintenir ces espaces. Mais derrière, il y a un intérêt biologique, écologique qui est fort et qui est important pour nous, quoi. Autant que la carte postale. Pour préserver ces animaux très farouches, il faut absolument éviter toute présence humaine autour de la colonie. En les observant avec attention depuis plus de 50 ans, les chercheurs ont fait une découverte étonnante. Chaque année, les flamands divorcent et changent de partenaire l'année suivante. Pour ce qui est un peu l'inverse de ce à quoi on pouvait s'attendre, parce qu'en général, chez les oiseaux assez grands, mais plutôt des oiseaux fidèles. Là, chez le flamand, c'est l'inverse, c'est 100% d'infidélité. Ouais. Demain, des centaines de bénévoles vont envahir l'étang du Fangassier pour un événement exceptionnel, qui n'a lieu qu'une fois par an, le bagage des plus jeunes flamands. Il est 5 heures du matin, les volontaires commencent à arriver à quelques kilomètres du marais des Flamands. Ils sont 400 bénévoles venus de l'Europe entière à avoir répondu à l'appel de la Fondation pour ce bagage des juvéniles. Il leur faut 1 heure de marche pour rejoindre le sanctuaire des oiseaux. Par petits groupes, reconnaissables à leurs différentes couleurs, ils encerclent l'étang sous la conduite d'un chef d'équipe. On va s'arrêter à une distance sécurisante pour les poussins. On va attendre que toutes les équipes se mettent en place et une fois que tout le monde est en place, on les pousse pour leur faire passer la digue. Bon, là c'est bon. Allez, ça va. Le jour s'est levé, l'opération peut commencer. Effrayés par la présence des troupes,
les adultes s'envolent et quittent leur îlot. Progressivement, les bénévoles entourent les poussins qui ne savent pas encore voler. Arrêtez d'avancer et faites la ligne. Stop. Mettez-vous en ligne. Avec un bon déplacement. Avancez, avancez. N'avancez plus là, stop. Tapez sur l'eau avec les cannes pour les empêcher de passer. Eric, le directeur de la réserve, est venu prêter main forte. Eric, c'est quoi le risque là? Qui s'empilent. D'abord qu'ils s'affolent complètement, et puis surtout qu'ils se mettent en tas. Là, on va un peu vite, mais bon. C'est l'excitation. C'est délicat, hein? Un peu. 30 minutes plus tard, l'étau des bénévoles se resserre autour des juvéniles. Allez, vous mettez pas trop devant. Ouais. Les équipes paires, vous passez sur la digue, les autres, la 5, on part là-bas. Allez, par là, par là, par là. Pas du coup et en ligne. Anaïs, la biologiste, a récupéré un jeune flamand épuisé. C'est celui-là. Il s'est fatigué en route, donc on va le ramener plus vite à la case départ. Finalement, les oiseaux sont repoussés dans une zone fermée conçue spécialement. Les opérations de mesure et de bagage peuvent débuter. Bague numéro 912. Ok, c'est bon. Les équipes font au plus vite pour ne pas trop stresser les oiseaux. Suivant. Un flamand, s'il vous plaît. Ça palpite quand même bien dessus. Hein. Ah, vous le sentez? L'aile, je te la laisse. Il est refait. Il a bougé 250. C'est fini? C'est bon. Je vous remercie, vous avez été très très bien ce soir. JL. D'une manière générale, j'aime pas trop tripoter le vivant, surtout quand c'est des petits. Mais bon, là ça se passe bien, c'est bien réglé, il n'y a pas de problème. Au total, plus de 500 poussins ont pu être bagués aujourd'hui. Ils seront suivis tout au long de leur vie. Cette année encore, les gardiens du delta ont protégé l'un des trésors du patrimoine naturel camarguais. Nous quittons le rivage méditerranéen pour la Bretagne, 1000 km plus au nord-ouest. Entre la Manche et l'Atlantique, à l'ombre des côtes qui font sa renommée, ce pays de landes et de forêts abrite en son cœur une richesse architecturale exceptionnelle. Dans chaque commune de la péninsule, des générations de seigneurs ont érigé châteaux et manoirs comme symbole de leur puissance à travers les siècles. Avec près de 4000 monuments, la Bretagne intérieure recèle un patrimoine d'une densité unique en Europe. Philippe Perron est architecte. Depuis 30 ans, cet enfant du pays sillonne les petites routes de sa région. Il sauve des trésors méconnus qui témoignent de cet âge d'or de la Bretagne, remontant à la fin du Moyen-Âge. Cette richesse, elle va perdurer à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Après le XVIIe siècle, XVIIIe, petit à petit, le commerce va décliner en Bretagne. Pour arriver à une période au XIXe où la Bretagne intérieure vraiment est très très pauvre. Et comme on dit nous en architecture, en bâti ancien, la pauvreté conserve.
Quand on n'a pas les moyens de restaurer une maison, on habite dans la maison qu'on a et donc on conserve les vieilles maisons. Et ça explique aussi en partie qu'il reste beaucoup de bâtis anciens en Bretagne centrale. Aujourd'hui, l'architecte emmène Olivier Lavigne, un ami tailleur de pierre passionné par les monuments historiques. Il veut lui faire découvrir sa Bretagne secrète. La visite commence dans ce village. Et donc la maison dont on va faire le tour, la maison dont je parle, toi on voit un pignon là, elle est un petit peu après. Philippe y fait un détour pour montrer à Olivier une petite merveille qu'il a repérée. Alors là, tu as toujours un mélange de gothique et puis de renaissance en Bretagne, ça c'est extraordinaire. Une maison typique du XVIIe siècle. Elle a été rehaussée. Donc ce petit ensemble-là est magnifique. 1826. Les médaillons là-haut avec les têtes des personnages, c'est assez extraordinaire. Alors que les lucarnes, elles seraient quand même assez 17-18. C'est un peu. Alors la petite niche avec l'angelot, alors là. Ah oui. Mais ce que l'architecte veut faire découvrir à Olivier, c'est son monument préféré dans le nord de la Loire-Atlantique. La forteresse de Blain est un joyau de l'histoire tombé dans l'oubli. Avec ses tours de 45 mètres de haut, durant 4 siècles, ce palais imprenable protégea l'une des frontières du duché de Bretagne. À la Renaissance, Blain rayonne jusqu'à la cour des rois de France. Louis XII, puis François Ier et Henri II séjournent ici avec toute leur suite. Pillée à la Révolution française, puis transformée en école, cette ancienne résidence de l'une des plus grandes familles de Bretagne vient d'être rachetée par un couple de passionnés. Ils souhaitent aujourd'hui lui redonner toute sa splendeur. Bon, ça va, c'est un commerce, donc on laisse rentrer. Pour les guider dans leurs travaux de restauration, Laurence et Yvon Morin comptent sur l'aide de Philippe, qui étudie ce château depuis près de 30 ans. On n'est quand même pas chez les petits ici. Il faut savoir que le XVIe siècle, ici, c'est la période où le château est le plus fort, le plus puissant, le plus beau. C'est la période d'apogée, le XVIe. Donc on a le plus fort, le plus beau, le plus puissant de... Ici, on est plus fort, plus grand, plus beau que le château de Déduc à Nantes. D'accord. On a ici, 12 compris, 6 hectares de fortification. C'est gigantesque. Après avoir servi de lieu de réception pendant ces 20 dernières années, aujourd'hui, l'intérieur de l'édifice est vide. Donc ça veut dire que le niveau de... Là, on va aller dans les sous-sols. Alors là, tu connais pas ça. Ah non. Dans les souterrains là, on descend dans le historiques. 14e. Là. On redescend. Dans les caves, le couple veut montrer à Philippe et Olivier une mystérieuse ouverture qu'il vient juste de découvrir sous une voûte. Nous, on va creuser parce qu'on nous a dit que ça pourrait aller jusqu'au château de Nantes ou... On va voir où on va atterrir. Si on peut avoir un peu de lumière par là, là. Je suis jamais allée là-dedans, moi. Oui, c'est un peu normal. Ah, ça continue, là? On a traversé un plancher, là. Ici, là, ça, c'est un niveau de plafond. C'est des dalles. Ah, mais ça... C'est des dalles en pierre bleue. Et là-bas, ça partirait vers où, ça? Et là-bas, ça part assez loin, voire même très loin. Oh la vache, je reviens pas, là. Ça ressemble à un canal d'évacuation. Le coup du chemin qui s'enfonce et on voit même pas la fin, c'est génial. C'est génial. Ce conduit en ardoise aurait pu servir à l'irrigation des jardins du château. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de découvrir des choses qui sont ensevelies depuis des années. C'est comme si on découvrait un trésor, quoi. De savoir comment il était fait à l'époque. Rien que le fait de trouver, de m'imaginer qu'il puisse y avoir des salles existantes, camouflées, qui ont existé, ouais, c'est super intéressant. Allez, sortons. Hop là. Face au logis racheté par Laurence et son mari, l'ancienne aile militaire du XVe siècle appartient aujourd'hui à la commune de Blain.
Philippe, l'architecte, est en charge de la sauvegarde de ce monument historique. Il est le seul à en détenir les clés. Ça y est. Voilà. Dans l'ancienne tour des prisons, habituellement fermée aux visiteurs, le toit a été restauré dans les années 80. Oh là 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 là, c'est excellent. Il y a une espèce d'ambiance. Hein? Plan carré en bas et circulaire en haut. Ouais. La tour est circulaire. La tour est circulaire, donc on a tous les étages habitables qui sont carrés. Ouais. Hein? C'est une cheminée tout en haut là. Oui, c'est une cheminée. Tous les étages sont habitables. Belle, hein. Elle est plus tardive cette cheminée-là. Là, on en prend plein les yeux et il y a des milliers de détails là. Ces détails sont essentiels à Laurence et son mari pour la future restauration de leur logis. Ce château, c'est un ensemble. Donc moi, chaque pièce que je découvre de cet ensemble, qui fait partie d'une même construction, bah, ça me fait autant d'effet que si c'était chez moi, quoi. Il faudra 5 ans à ces fous de château pour rendre à Blain tout son lustre d'antan. Philippe et Olivier reprennent leur route sur les traces des trésors du centre de la Bretagne. Dans le nord du Morbihan, l'architecte veut faire découvrir à son ami un autre monument emblématique de l'histoire de la région. Ah, le site est extraordinaire, hein? Beaucoup plus ancien celui-ci, l'allée couverte de Bottermouette. Classé monument historique, ce dolmen serait un tombeau funéraire. 3000 ans après sa construction, cet édifice mystérieux n'a pas encore livré tous ses secrets. Il y a peut-être à peu près dans les mêmes densités, donc ouais. C'est un site qui n'est pas anodin, hein. C'est choisi, on voit bien, ça domine le paysage. Donc s'ils ont choisi ce site-là, c'est qu'il y avait certainement pour une signification importante. C'est aussi quelque part forcément un trésor, mais un trésor avec lequel on a du mal à parler. Un château, un manoir, on est sur des périodes historiques, donc on est mieux documenté. Avec une vieille dame comme ça, là, on parle pas forcément la même langue. Qu'est-ce qui dit qu'un jour on n'arrivera pas à trouver l'interprète et puis que la vieille dame qui est ici, eh ben, on puisse comprendre son langage, quoi. C'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, ça. Ça fait partie du patrimoine quand même, tout ça aussi. 3 kilomètres plus à l'ouest, c'est chez Philippe, dans la forêt de Kénécan, qu'ils achèvent leur voyage. Ouais, c'est sympa, hein, ouais, j'avais pas calculé que tu avais une tour comme ça dans ton manoir. C'est un bel appareil, hein? Ah, c'est superbe. Ouais. Depuis 3 ans, l'architecte restaure ce petit manoir du XVe siècle, avant de pouvoir s'y installer avec sa femme. On a retravaillé un peu la fenêtre en bas parce qu'on l'a agrandi un petit peu, parce que c'était l'ancienne cave, on a fait notre cuisine. À l'intérieur, rien n'a changé depuis la construction du bâtiment. L'escalier à vis et les portes moulurées sont intactes. Mais c'est sur la façade principale du manoir que Philippe veut montrer à Olivier une spécificité de l'architecture rurale bretonne. Donc là, on voit bien les deux constructions. Ces simples ouvertures pour pigeons racontent la fortune du premier propriétaire de la maison. Sur des manoirs anciens, comme ça, période médiévale, chaque nichoir à pigeons, en fait, correspond à une surface de terre du domaine. Et il affiche là sa superficie, donc sa richesse. Enfin, nous, on n'est pas, voilà, on n'a pas la richesse des trous de... Oh bah. C'est dommage, hein. Là où la couverture a été faite. Là, si on, en rachetant cette demeure d'un petit seigneur de campagne, Philippe a réalisé le double rêve de l'architecte et du passionné. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle qu'on achètera un donjon du 15e un jour. Personne ne nous a jamais cru. Mais ça vous suffisait pas de bosser sur des châteaux, sur des manoirs? Mais justement, à force de faire ça pour mes clients, à un moment donné, j'ai eu envie de le faire pour moi. Ça aussi le truc. Et oui. Philippe Perron se donne encore 10 ans pour aménager l'intérieur de son manoir. Après le centre de la Bretagne, direction les marais de Brière, 120 km plus au sud. Entre les estuaires de la Loire et de la Vilaine, s'étend l'un des premiers parcs naturels régionaux français.
En y exploitant la tourbe et le roseau, des générations de paysans ont pu vivre jusqu'au XIXe siècle au cœur de cette terre d'îles et de canaux. Philippe l'architecte et Olivier le tailleur de pierre travaillent ici depuis 8 ans à la sauvegarde d'un trésor méconnu de la Brière, le château fort de Renrouet. Depuis le Moyen-Âge, cette sentinelle de pierre à l'orée du Marais veille du haut de ses 6 tours sur la presqu'île de Guérande. Ce matin, 10 bénévoles venus du monde entier entament un chantier de restauration au château. On est bien là, on est un peu frais mais pas mal, hein. Alors ça fait quand même déjà un paquet d'années. C'est Olivier Lavigne qui les accueille. Là. Donc vous voyez les traces de reprise. Ancien bénévole lui-même, il accompagne les stagiaires tous les étés pour l'association Les Amis du Château de Renrouet. Parmi les bénévoles, Inde Larichi, une jeune Marocaine. Élève en première année d'architecture, elle est venue de Fès avec Rally, un camarade de classe. Ces futurs bâtisseurs ont été chargés par Olivier de la mission la plus délicate du chantier. Retrouver les traces d'un escalier seigneurial dans l'ancien logis du château. Ici, on a la première marche. Après, on a le palier plat, ici devant. Et après, l'autre volet d'escalier qui monte comme ça. C'est pas pour les domestiques, c'est fait pour les gens de qualité. Donc là, on est vraiment dans un secteur d'apparat. Donc là, In, c'est bien, vous êtes chez le seigneur. Oui, mais c'est nous les serviteurs. Inde et Rally vont passer leur première matinée sur le chantier à chercher des pierres pour les marches de l'escalier. Les bénévoles, je sais que quand ils viennent généralement ici, eux, leurs yeux ne voient que des cailloux. Et petit à petit, c'est le côté qui est intéressant, c'est qu'ils puissent commencer à rentrer un peu dans le jeu. Pendant 2 semaines, ça devient leur château. À 21 ans, Inde découvre les châteaux français. Après 3 heures de quête, la future architecte pense avoir trouvé une pièce qui pourrait convenir pour l'escalier. Donc ça le fait, non? Moi, je veux trouver rapidement, là. On a fait tout le tour, en fait. Ouais. Ce que là, vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on a toujours fait avec les pierres. Ça s'appelle du réemploi. Le bâtiment ici, le château, les 3/4 des parties ont été démontées et ont servi à construire le village un peu plus loin. Les cheminées démontées pour se retrouver dans les fermes, les escaliers démontés pour X ou Y raison, etc. Là, on se dit, somme toute, cette pierre-là, elle vient du château, mais on la remet dans le château. Et puis... Quelques minutes plus tard, cette pierre du XVIe siècle, dénichée par Inde et Rally, retrouve une place dans l'édifice. Voilà, donc normalement, il doit venir à peu près comme ça. On a trouvé la pierre qu'il fallait. Ça fait plaisir. En travaillant ici, les jeunes stagiaires viennent aussi apprendre l'histoire prestigieuse de Renrouet. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec Philippe, l'architecte du patrimoine, qui connaît parfaitement les mystères de cette forteresse abandonnée durant près de 2 siècles. Si on conserve des bâtiments comme ça, c'est aussi pour faire comprendre la vie de l'époque. Comment fonctionnait cette petite société-là. Ça permet d'interpréter les vestiges qu'on voit et de, peut-être pas de restituer, mais au moins d'éviter de démolir des choses importantes, des témoins. Direction les hauteurs de l'édifice. Philippe veut les emmener sur les traces des anciens seigneurs de Renrouet. Entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est un village entier qui s'installe ici, au cœur de la forteresse, pour protéger la seule richesse de la région, les marais salants de Guérande. Les vestiges d'un ingénieux système de défense témoignent de l'apogée de Renrouet. Les stagiaires les découvrent dans l'ancien logis seigneurial.
On a ici 2 archères qui tirent exactement à raser les murs. L'archer était là, il attendait, il voyait quelqu'un arriver, il tirait et il se retirait tout de suite. Il n'attendait pas de voir s'il avait touché ou pas, hein. C'était du tir dans le temps. C'est un des grands intérêts de ce site, c'est d'avoir réussi à conserver en empilement successif un feuilletage en fait d'à peu près 300 à 400 ans d'architecture militaire. C'est très intéressant de voir tout ça. Et il y a tellement, il y a différentes choses à chaque fois, et du coup ça nous intrigue. Et on se demande à chaque fois comment ça a pu être fait comme ça, et surtout dans un temps ancien. Et ça donne finalement un résultat assez majestueux de voir ça de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est à l'extérieur de l'enceinte, sur les tours de défense, que les propriétaires faisaient placer leurs armoiries. Contrairement à ce qu'on entend quelquefois, ce ne sont pas des boulets de canon qui sont restés prisonniers du mur, hein, du tout, c'est absolument volontaire. C'est une question de prestige, on veut montrer l'ancienneté de la famille. Donc on dit, mais non, ce château, il nous appartient depuis extrêmement longtemps. Hein. La preuve, regardez, la tour du 13e, il y a nos armoiries dessus. C'est la fin de la première journée de chantier. Les bénévoles sont logés tous ensemble dans une ancienne ferme à 200 mètres du château. Et pour leur premier dîner en commun, Inde, la future architecte, s'est portée volontaire pour cuisiner un repas oriental. Au menu, j'ai des salades marocaines et puis un tagine au pruneau. Ça s'appelle zailouk en arabe. Elle est venue du Maroc avec des recettes préparées spécialement par sa mère. Mais je ne l'ai jamais faite en fait, donc la recette elle est là, mais après il faut que la préparation soit réussie. Parce qu'à la maison, je suis un peu plus chouchoutée que là. Inde est secondée par Nirosh, originaire du Sri Lanka. Les tomates qui restent, tu les rinces, tu les épluches et tu les coupes en dés, ok? Tous les deux vont passer 4 heures derrière les fourneaux pour réaliser le menu de la soirée. Avant de commencer, Inde montre aux bénévoles comment déguster un tagine dans la tradition marocaine. On prend un bout de pain, on prend un petit morceau de viande, on coupe avec le pain et on prend un autre morceau de pruneau. Ah, c'est cool. Puis c'est beau. Ouais. Et c'est convivial, c'est chouette. Délicieux. Je crois que tu gagnes le concours. Et Nirosh, c'était l'arbin, c'est ça? Non mais... Bravo Nirosh. Bravo Nirosh. Inde a décidé de revenir en France l'été prochain pour le sauvetage d'un autre joyau du patrimoine breton. Il n'y a même pas de texte en fait. Nous quittons les marais de Brière pour le centre de la Loire-Atlantique, 70 km plus à l'est. Aux portes de Nantes, voici la vallée de l'Erdre, un site unique en Europe. Sacrée plus belle rivière de France par François Ier, cet affluent de la Loire abrite au fil de ses rives des trésors insoupçonnés. Des richesses que vont découvrir aujourd'hui Jean-Philippe et Daniel Lamotte lors d'un périple d'une journée. Journalistes et photographes, ils se battent ensemble depuis 20 ans pour faire connaître les plus beaux paysages du patrimoine fluvial français. Allez, embarquez! Je sens qu'il a le pied marin, François, là. Pour les guider, François Lelièvre, un architecte spécialiste du pays nantais. Il navigue depuis 15 ans sur l'Erdre et en connaît tous les méandres.
Dans les lumières changeantes de la Bretagne, François va faire remonter au couple les 25 km de la rivière à la voile. L'architecte vient chaque week-end tirer des bords entre ses rives. Ah, c'est paradisiaque. C'est un petit paradis caché. Tous les abords de l'Erdre, en fait, font penser à un parc à l'anglaise, dans la mesure où c'est vraiment extrêmement paysager, avec des essences bien choisies, des arbres magnifiques et centenaires. C'est constamment un jeu de perspective, un jeu de... On est vraiment... on se balade au cœur d'un tableau impressionniste. Là, en mer, quand tu as une risée, la mer n'a pas le temps de lever. Après 1 heure de croisière, François, Daniel et Jean-Philippe atteignent la partie la plus spectaculaire de la rivière. Sur quelques kilomètres, 27 petits châteaux bâtis à flanc de coteaux surplombent l'Erdre. On les appelle les Folies. C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que les riches négociants nantais se font construire ici ces magnifiques maisons de plaisance. À 1 heure de voile du centre de Nantes, ils peuvent alors y donner des fêtes somptueuses. Le château de Ney, qui est donc de style Louis XIII, et qui est sur une presqu'île. C'est une folie aussi? Oui, oui, tout à fait. Une Elle grande est parfaitement folie. mise en scène de l'arrière, c'est une grande folie. Donc là, on arrive à la Châtaigneraie, qui va être donc une folie de style Napoléon III, qui est tout à fait charmante et je dirais qu'on pourrait tout à fait la voir en décor d'un opéra d'Offenbach avec des dames en crinoline. Ces demeures ont été quand même construites à l'époque romantique. Oui, et selon des styles éclectiques, effectivement, qui rappellent soit le Moyen-Âge, soit la Flandre de la Grande Époque, soit l'époque Renaissance. Enfin, disons que on est quand même aussi dans une période un petit peu de fantaisie. Pendant 3 heures, François vogue d'une berge à l'autre. C'est depuis la rivière que l'on peut le mieux admirer les Folies. C'est pas les châteaux de la Loire, c'est pas Chambord, c'est plus petit et il y a une densité qui est beaucoup plus importante et effectivement à chaque kilomètre ou chaque demi-kilomètre qu'on fait, on peut regarder d'un côté ou de l'autre et il y a toujours quelque chose à voir. 2 kilomètres plus haut, François réserve une surprise à ses invités. Il veut leur faire visiter l'une des premières folies construites à la veille de la Révolution française, le château de la Poterie. Depuis 2 siècles, la plus belle arrivée sur la demeure se fait par la berge. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Sur le ponton, ils sont accueillis par Olivier Deboire, l'actuel propriétaire. Eh oui, Pierre-Constance, vous allez bien? Si l'architecte a tenu à faire découvrir la poterie à Daniel et Jean-Philippe, c'est avant tout pour sa façade de style néoclassique. C'est une très jolie façade, elle est extrêmement élégante, simple, il n'y a pas de décor superflu. C'est effectivement un patrimoine qui est unique en Europe. Je ne connais pas de plan d'eau qui soit aussi élégant, qui donne autant à voir ailleurs en Europe que l'Erdre. Derrière se cache un autre décor plus intime, qui lui non plus n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Ce sont des demeures, on le voit, vraiment à taille humaine, qui sont chaleureuses. Ce ne sont pas des châteaux, ce ne sont pas des musées non plus. Il y a vraiment une identité. L'Erdre ne va pas sans ses folies, les folies sans l'Erdre. Une chose quand même qu'il faut faire avant de quitter la folie, c'est que quand on est en bateau, on regarde la folie du bateau, on regarde les fenêtres. Et quand on est ici, il faut s'offrir le luxe de regarder le bateau à partir de l'intérieur et par la fenêtre de la folie. Alors on ne voit pas le bateau, mais là, exceptionnellement, eh bien, on voit l'Erdre de l'intérieur de la folie. Ça va tomber très bien, puisqu'effectivement, il y a une inverse. on est quand même en Bretagne, il faut le dire. Une délicieuse région par l'alternance de ces climats.
Malgré l'orage qui menace, Daniel et Jean-Philippe reprennent leur route en compagnie de François. Avant de quitter l'Erdre, l'architecte veut leur montrer une dernière merveille, 2 kilomètres plus au nord. Caché au détour d'un méandre, voici le Hochmar, un affluent peu profond au cœur d'une zone naturelle protégée. Enfin connaisseur des lieux, François est l'un des rares à oser s'y aventurer. Cette rivière, et comment rentrer dans son intimité, c'est en faisant ce qu'on fait, c'est-à-dire avec un canot, godiller dans les petits affluents, faire de la voile, tirer des bords, raconter les bateaux au mouillage, essayer de voir un oiseau rare. C'est vrai que le fait que la végétation mord vraiment sur le tracé, c'est vraiment abriter des regards, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment sauvage. Le voyage touche à sa fin. Daniel et Jean-Philippe sont conquis. On est quand même dans un milieu extraordinaire. On a l'impression d'être dans une mangrove ici. Regarde, il y a des petits bras partout. Daniel, regarde là-bas, regarde là-bas. Regarde ce petit coin sombre. Quand on est dans une petite embarcation, on a envie de s'enfiler là-dessous et d'aller découvrir ce qu'il y a derrière. C'est un des avantages du fluvial. Quelquefois, on est sur une grande voie, une allée royale en bateau. Et puis d'un seul coup, on trouve une petite entrée qui est sauvage, comme ça, avec des petites îles qui semblent flotter au milieu. Et c'est là qu'on se dit, c'est ici qu'on va passer la nuit. Mais effectivement, il y en a pas partout. Donc, quand il y a une petite entrée comme ça, il faut savoir en profiter. Dans quelques semaines, le Hochmar et les coulisses de l'Erdre seront en première page du prochain reportage du couple. L'Erdre marque l'entrée d'un patrimoine encore plus secret de la Bretagne intérieure. Un gigantesque réseau de canaux, unique en France, qui sillonne la péninsule sur près de 600 km. Imaginé par Louis XVI, ce tour de force hydraulique fut finalement bâti sous Napoléon Ier pour contrer le blocus maritime des Anglais et désenclaver la région au début du XIXe siècle. Véritable fleuron de ces cours d'eau, le canal d'Île-Hérence relie le cœur de la Bretagne à Saint-Malo. Avec ses 48 maisons éclusières, toutes parfaitement conservées, cet héritage exceptionnel est aujourd'hui protégé par des Bretons passionnés. Parmi ses gardiens, Philippe Hubert arpente chaque matin les berges de son canal. Ancien commercial, il a changé de vie il y a 10 ans pour s'installer dans cette vallée sauvage et devenir éclusier. Il y a 10 ou 15 ans, j'aurais été avec la cravate dans mon véhicule de société pour aller dépanner un photocopieur quelque part. J'ai perdu un peu en salaire. Et par contre, en qualité de vie, j'ai tout gagné, quoi. Fou de bateau, Philippe a longtemps navigué sur les canaux bretons. En choisissant le métier d'éclusier, il vit pleinement sa passion. J'ai un sentiment de liberté. Des fois, Son bureau, maintenant, c'est l'écluse d'Île, à 30 km au nord de Rennes. Hop, merci. À la belle saison, une vingtaine de bateaux venus de toute l'Europe franchissent quotidiennement les portes de bois de l'ouvrage. À chaque passage, Philippe en profite pour partager sa passion avec les plaisanciers. Et là, vous allez jusqu'où? Jusqu'à Saint-Malo? Saint-Malo. Vous êtes de quelle nationalité? Italien. Italien? Vous parlez français un petit peu? Non. Non?
Comment vous trouvez le canal? Nice. Ouais. On n'est pas là que pour tourner des manivelles, on est aussi là pour renseigner les gens sur tous les endroits sympas pour s'arrêter, des endroits où ils peuvent trouver du pain, ou autrement il y en a qui cherchent des endroits un peu perdus, des endroits un peu sauvages. Bon, on leur dit à tel endroit, là c'est pas mal, quoi. C'est important pour vous, cet aspect-là aussi? Ouais, parce qu'on a fait aussi j'ai fait aussi beaucoup de canal sur un petit bateau comme ça. Et puis ouais, j'aimais bien avoir des renseignements auprès des éclusiers, quoi. Au revoir. Arrivederci. Arrivederci. Bonjour. Tous les soirs, en rentrant de son travail, Merci. Babette, sa femme, vient l'aider à l'écluse. Je vous mets sur celle-ci. Secrétaire de direction, elle a eu comme lui un coup de foudre pour le canal. L'important pour nous, c'était de vivre au bord du canal. Donc l'idéal, c'était l'écluse. Parce qu'on ne peut pas être plus près, c'est vraiment le top, quoi. Je pars le matin, je jette un coup d'œil sur l'écluse, c'est super beau. Il y a 8 ans, le couple a décidé de sauver un autre patrimoine des canaux bretons. Une péniche de transport du début du XXe siècle. Après avoir racheté l'Armor à l'état de ruine flottante, ils ont tout refait seuls. De la cale à la décoration intérieure. Par passion, Philippe est même devenu charpentier de marine. Après 5 années de travaux, ils ont fait de leur péniche un gîte qu'ils louent à des vacanciers lorsqu'ils ne naviguent pas dessus. J'ai beaucoup appris à refaire ce bateau. J'ai appris la soudure. Après, il a fallu faire les aménagements. Donc après, j'ai appris le travail du bois. Toutes ces parties-là, c'est du bois. Alors qu'on a l'impression que c'est de l'acier riveté. En fait, c'est du bois et des clous de tapissier comme ça. Là, avec tout ce qui a été planté, là, j'en ai planté 10 000. Babette, elle était là pour me soutenir quand j'étais chancelant, quand je croyais que j'allais pas y arriver. Puis si, on y arrive. Régulièrement, à l'écluse d'Isle. Salut Michel. Salut Dominique. Philippe et Babette invitent les plaisanciers de passage et les voisins pour un dîner au bord du canal. Et au four à pain, c'est l'éclusier qui se charge de préparer les pizzas. Plusieurs casquettes, plusieurs tabliers. Le tablier en cuir pour souder. Et puis le tablier de cuistot. Et là, le four est très chaud. Et ça tombe bien. Bon, c'est un petit peu cravé. Hop. Bon bah Guillaume. C'est bon, il y a le couteau. Dans quelques heures, le couple quittera son écluse pour 2 jours de croisière en famille sur l'Armor. Pour rejoindre Dinan, la perle noire de la Bretagne, ils traverseront des ouvrages d'art napoléoniens préservés depuis leur construction au début du XIXe siècle. Le lendemain matin, c'est l'heure du départ. Philippe et Babette veulent partager avec leurs proches les trésors de leur canal. C'est parti. Ah ouais. Je suis content que vous soyez là. Cap au nord, direction Dinan, au fond de l'estuaire de la Rance. Dinan, ça doit être à 70 km. Bon, ça paraît pas loin. En voiture, on met 20 minutes, une demi-heure. Et là, on va mettre 2 jours. On va avancer tranquillement, 6 km/h. C'est ça qui est bien, c'est ça qui fait le charme. Ce trajet, Philippe ne l'a pas choisi par hasard. C'est sur ce canal que l'Armor transportait du charbon il y a 80 ans. Cette péniche-là, elle allait le chercher à Saint-Malo. Et en fait, elle faisait la navette entre Saint-Malo et Rennes pour amener le charbon à Rennes. C'était déchargé à Rennes et en retour,
Elle prenait des grumes de bois pour renforcer les poteaux de mine en Angleterre, parce qu'il manquait cruellement de bois en Angleterre à l'époque. Après 1 heure de navigation, la péniche traverse une première forêt, le bois de Tanouarn. Cette croisière est un baptême pour les invités. Seule Emmanuelle, la belle-sœur de Philippe, connaît déjà cet univers. Née en Belgique, elle est issue d'une famille de mariniers. Quand il a ouvert la salle des machines, j'ai vraiment eu l'odeur de l'enfance, quoi. C'était, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet de retrouver ça. De gasoil, de métal un peu. Ouais, tout ça. Le métal a une odeur aussi. L'acier aussi. Ouais. C'est parce que tout est en acier, ça a une odeur particulière. Donc oui, c'est. Ils sont nés sur un bateau. Ils sont nés sur un bateau. Mes parents sont nés sur le bateau. Ils étaient mousses sur le bateau dès qu'ils étaient en âge de tenir les cordages. Ah ouais, mon père, il avait 13 ans quand il était mousse sur les bateaux. Oui, puis le fait d'avoir, comme les escargots, sa maison sur son dos, c'est bien. À la mi-journée, après 10 km parcourus, le canal s'élargit. Voilà, tu prends un peu à l'extérieur et maintenant tu pousses la barre complètement. Voilà. Philippe en profite pour confier le gouvernail à Babette. Encore. Elle doit apprendre à piloter les 50 tonnes du bateau pour les futurs voyages qu'il rêve de faire. Pour redresser. Voilà, vas-y, redresse là. Encore. Ça va, elle est pas trop dure la barre? Un peu dur hein, quand même. Faut que tu barres plus souvent. Je barre plus souvent. Au départ, moi, je n'y connaissais rien, mais je crois que Philippe a su me donner le goût de la navigation aussi. Il n'a pas fait ça n'importe comment, quoi. Il s'est arrangé pour que je trouve ça vraiment agréable. En fin d'après-midi, Philippe a repris la barre de la péniche. L'Armor franchit un passage délicat, l'échelle de Hédé, le site le plus spectaculaire du canal. Un monumental escalier à bateau bâti à partir de 1804, où se succèdent 11 écluses sur plus de 2 km. Depuis l'abandon du transport fluvial sur le canal, la venue d'une péniche ici est toujours un événement. J'ai l'impression que je revois les gens qui étaient tout au début des écluses. Ils nous suivent en fait tout du long. Donc les gens s'amassent de plus en plus. Et je pense qu'au final, on va se retrouver très nombreux. À chaque écluse, ils sont de plus en plus à assister au franchissement. Et après 3 heures de traversée, une centaine de personnes attendent l'Armor pour le 11e et dernier sas. En fin de journée, l'équipage choisit un endroit calme pour amarrer la péniche et passer la nuit. Regarde ça tout en douceur. Les enfants dormiront à terre sous la tente. Sur le pont, c'est le capitaine qui se charge du dîner avec son frère. Ensemble, ils ont grandi dans une famille passionnée de bateaux. Sur mes carnets d'école, mes cahiers d'école, où je dessinais des bateaux, des plans de bateaux. C'était ma passion. Et puis là, je réalise ma passion. Allez hop, à table. Ah ouais, parti. Ouais. C'est parti. Ce
Ce soir, pour le premier repas familial organisé dans la péniche depuis sa restauration, on fête l'anniversaire de Babette. C'est tout, est-ce que tu veux une merguez avec? T'as une bonne assiette. Pour l'anniversaire de Babette. Allez. Hop. Ouais. Champagne. Joyeux anniversaire Babette. Joyeux anniversaire Babette. Joyeux anniversaire Babette. Joyeux Le lendemain, à l'aube, la brume recouvre le nord de la Bretagne. Le canal d'Île-Errance s'éveille doucement. L'Armor entame sa deuxième journée de croisière. Ça paraît pas comme ça, mais un petit bout de bonne femme peut déplacer une grosse péniche. Avant de repartir, c'est Babette qui écarte la péniche de la berge. Pas trop non plus, parce qu'avec l'inertie, je vais me retrouver dans l'autre berge. Ça demande un peu de délicatesse en fait. Ouais. Voilà, là, faut qu'elle pivote. Et puis c'est bon. Pour atteindre Dinan, leur destination finale, il leur reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Après 6 heures de navigation, ils traversent la plus belle partie du canal, la haute vallée de la Rance. Ici, les rives sont jalonnées de monuments exceptionnels, comme le château du Chêne-Ferron. Bâtie sur un escarpement, cette forteresse de granit veille sur la vallée depuis le XVe siècle. Quelques kilomètres plus loin, voici la merveille de la Rance, l'abbaye royale de Léon. Érigée à partir du IXe siècle par des moines bénédictins, c'est depuis le canal que l'on peut l'admirer dans toute sa splendeur. Ça fait partie des petits trésors qu'on trouve au fil de l'eau. Et il y a toujours, à chaque détour de méandre, pratiquement, il y a toujours une petite curiosité, quelque chose à voir. Et puis elle est belle, notre Bretagne. À son apogée, 45 moines vivent dans cette abbaye en bord de rivière. Abandonnée à la Révolution française, puis transformée en manufacture et en école, elle est en restauration depuis la fin du XIXe siècle. Une heure plus tard, l'équipage atteint enfin Dinan, le but de la croisière. À 30 km de la mer, la perle noire de la Bretagne marque le début de l'estuaire de la Rance. Façonné depuis un millénaire, cet ancien fief des ducs de Bretagne abrite encore des ruelles médiévales et des demeures à pans de bois, typiques de la région. C'est magnifique, c'est une ville magnifique. Exceptionnel. Ouais. Puis c'est vrai que c'est une arrivée, j'ai jamais fait de Dinan en arrivant par là, donc waouh. Pour rejoindre le port, l'Armor passe sous un dernier pont construit au XVIIe siècle. C'est exceptionnel comme paysage. Le pont, les deux ponts là, le petit, le grand. Et puis toutes ces maisons en pierre. Ouais, c'est bon, vas-y. Philippe a choisi d'amarrer son bateau à un emplacement bien précis. Petite
demandé l'autorisation pour... Le but du voyage était de retrouver l'endroit exact où l'Armor avait été photographié en 1931 pour une carte postale. Là, mais tu vois, le photographe, il devait se trouver à cet endroit-là, mais pile poil. Ouais, mais il était En sur fait. lequel, photographe? Il était Non, sur un bateau aussi, tu il était sur un bateau, c'est obligé, parce que tu vois, c'est dans l'axe. Aujourd'hui, ces nouveaux propriétaires veulent refaire le même cliché. Ces pièces seraient pas mal. Noir et blanc. Oh, c'est pile poil. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est toujours pareil. Tu vois, il y a toujours le viaduc, il y a toujours quelques bâtiments. Maxime Drella, vous vous mettez debout, la tête par la fenêtre. Le pari est réussi. Pour marquer l'événement, le couple décide de faire une autre photo, de famille cette fois. Merci. Et pour l'équipage, et pour A. L'année prochaine, pour fêter les 100 ans de leur bateau, Philippe et Babette ont prévu de faire un grand voyage au fil de l'eau sur les autres canaux de France.